Le service rapide par bus sur le boulevard P9 est enfin sur les rails. Par contre, pour certains, c'est une occasion ratée. On en parle cette semaine au Bulletin. On parle des critiques sur le projet de SRB avec le maire de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, François Croteau. Aussi à l'émission, des activistes organisent une manifestation pour interdire la présence d'abattoirs au Québec. On en parle avec une des membres de ce groupe. Et Oxfam Québec organise la 46e édition de la Marche Monde, un rassemblement festif pour les jeunes. On découvre cet événement avec notre chroniqueuse Laurence Chiasson. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. On apprenait en février que la Ville de Montréal allait de l'avant avec le projet de SRB, ou Système rapide par bus, devant être construit à Montréal et à Laval. Lors de l'annonce, le maire de Rosemont-la-Petite-Patrie a affirmé que le projet de SRB était une suite d'échecs. Alors, pour nous parler de ce projet et aussi des autres dossiers de l'arrondissement, nous recevons le maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, François Croteau. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Ça me fait plaisir. En quoi le projet de SRB qui a été dévoilé au mois de février est, selon vous, une suite d'échecs? En fait, c'est probablement la 5e version de ce projet qui nous est présenté maintenant. 5 projets qui systématiquement ont changé d'orientation. Alors, tout d'abord, il y a eu, on se souvient, un début du projet qui ne devait pas aller à Laval. Par la suite, Laval a été intégré. Un projet aussi qui, au départ, devait prendre beaucoup plus d'espace et qui allait faire beaucoup de dommages au domaine privé. Ça veut dire enlever des espaces de terrain aux citoyens, coupure d'arbres publics. Et donc, il y avait plus de 300 arbres. La version remaniée du projet en 2012 épargnait quand même un bon nombre d'arbres, répondait à vos demandes. Tout à fait. Et là, on avait inclus dans ce projet-là l'électrification du SRB P9. On nous avait présenté d'ailleurs des plans où on devait échelonner beaucoup de travaux qui incluaient les infrastructures souterraines pour faire l'électrification des transports. Ce qu'on nous disait à l'époque, c'est on devra inévitablement électrifier le SRB P9. La technologie n'est pas encore là, mais on veut s'assurer que quand viendra le temps d'avoir des autobus électriques, au moins nous aurons l'infrastructure pour pouvoir faire l'électrification. Donc, il y a eu tous les plans ont été faits, les propositions d'affaires qui ont été faites, et finalement, le Conseil du Trésor a refusé de payer la partie d'électrification et donc d'installation des infrastructures. Ce qui veut dire que la Ville devait débourser à 100 % et donc ça a revisé l'ensemble de tous les plans, ce qui nous fait en sorte qu'on arrive avec des plans présentement qui nous sont déposés, 5e mouture, avec un projet où on va refaire toute la rue, projet majeur, et donc, et qui fera en sorte qu'il n'y aura pas de possibilité d'électrification, sauf si un jour, peut-être, il y a des autobus qui ont des batteries qui permettent une autonomie suffisante, mais qui n'aura pas de recharge en cours de route. On ne pourrait pas imaginer avoir un trolleybus, par exemple, sur ce corridor. Exactement. Et si on voulait le faire, ça voudrait dire rouvrir de nouveau P9. Et je pense que les Montréalais ont assez joué dans cette pièce dans le passé. On l'a vu, entre autres, sur Saint-Laurent. Exactement. Sur la ouais. Et nous, ce qu'on prétendait et ce qu'on prétend toujours, c'est de dire, mais pourquoi ne pas le faire immédiatement, un temps qu'à? On ouvre la rue au complet, on doit refaire l'ensemble des infrastructures. Alors, profitons-en pour installer ce qu'il faut pour l'électrification future. Mais dans ces circonstances-là, est-ce que ce serait au gouvernement du Québec, ça serait au Conseil du Trésor à délier les cordons de la bourse? Tout à fait. Ou s'il y a un refus de la part du gouvernement Couillard, est-ce que la Ville doit assumer tous les coûts? Et là, il y a une incohérence dans les messages qui nous sont lancés. Il est clair que du moment où le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal disent mutuellement qu'il faut aller dans l'électrification des transports, une politique d'électrification des transports, et que le premier projet phare dans lequel on peut investir massivement dans l'électrification des transports, c'est le SRB P9. La première réponse du gouvernement qui nous arrive vient du Conseil du Trésor et qui dit non, nous ne financerons pas l'électrification future du SRB P9. Et là, la Ville se retrouve à se poser la question, doit-on nous-mêmes financer, ce qui est impossible? La Ville n'a pas les ressources financières pour financer un tel projet. Et donc, c'est le gouvernement du Québec qui, finalement, a pris la décision. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est, Monsieur le maire, vous prétendez maintenant que Québec a l'oreille
se fait entendre. Vous vous attendriez à ce que le maire Coderre soit plus à l'offensive face à Québec? Exactement. Ce qu'on a demandé au maire Coderre, c'est, écoutez, vous avez l'occasion là aussi de démontrer un leadership en matière de transport de l'avenir. Si vous croyez vraiment à l'électrification des transports, battez-vous et convainquez vos partenaires de Québec d'investir dans l'électrification du SRB, ce qui n'a pas été fait. Bien entendu, on a voté favorablement pour le projet parce que je pense que nous avons assez attendu dans ce projet-là. Il faut réaliser le projet et déjà, on est rendu à une réalisation potentielle finale 2022 et ça, c'est sans électrification. Donc, on se comprend qu'il faut avancer, mais c'est triste. C'est une occasion manquée, selon vous? Tout à fait. C'est une occasion encore manquée par Montréal d'être novatrice et de suivre ses partenaires parce que Toronto, Ottawa, toutes les grandes villes canadiennes et américaines vont vers l'électrification des transports. On voit des tramways apparaître. La construction, entre autres, et nous, non. SLR, on fait le choix de ne pas électrifier et ne pas faire les travaux nécessaires. Montréal prend encore du retard. Avant de conclure sur ce dossier-là, est-ce que c'est une bonne chose que d'avoir choisi un SRB? Il y a certains analystes qui laissent entendre qu'au-delà d'un certain achalandage, le SRB a des problèmes de retard, tout ça, au-delà, je crois, de 20 000 usagers. On est à 70 000 usagers de projection pour le SRB P9. Est-ce qu'au final, on risque de construire un nouveau service, de nouvelles infrastructures qui vont être très dispendieuses et qui vont créer plus de mécontentement que d'autres choses dans les usagers? C'est une très bonne question et lorsque nous avons eu des discussions avec les spécialistes, les ingénieurs du gouvernement du Québec, l'AMT et compagnie, nous leur avons dit, vous êtes en train de faire des travaux qui sont les mêmes que nous devrions faire pour accueillir un tramway. Donc, est-ce à dire que si jamais une administration décidait d'aller plutôt vers un SLR tramway, les infrastructures pourraient accueillir un tramway, un SLR? On nous a répondu que oui. Okay. Donc, dans le fond, le SRB, tout ce qui manquerait, finalement, ce serait des installations d'électrification et des rails, parce que tout le reste du travail serait fait pour accueillir un tramway. Ce serait la bonne largeur, les stations seraient conformes, exact. Tout ça. Tout est fait pour accueillir un tramway ou un SLR, comme sur le pont Champlain, qui, on le sait, a une capacité de transit beaucoup plus importante au point de vue du nombre d'usagers. Et là, on ne parle pas du tout de 70 000. On peut parler de facilement 100 000 et plus. Et en plus du bruit qui n'existe pas, contrairement aux autobus, la rapidité, la fluidité et donc tous les avantages d'un SLR qu'on ne retrouve pas avec l'autobus. Et il y a le dossier aussi du train de l'Ouest et de la navette vers l'aéroport qu'on suivra. Exact. Je veux parler avec vous de l'atmosphère au conseil d'arrondissement. Donc, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, vous aviez une équipe complète, c'est-à-dire tous les conseillers de ville et vous-même étiez membre de la même formation politique. Vous en avez perdu 2 au courant des derniers mois. Comment est l'atmosphère sur le conseil d'arrondissement? Bien, on est en transition. C'est normal que lorsque des personnes font des choix de la sorte, il y ait parfois des prises de position pour démontrer en quoi il y a divergence sur les orientations. C'est de bonne guerre, hein? Écoutez, le conseil d'arrondissement est aussi un lieu démocratique, là où les gens peuvent exprimer leur opinion et faire valoir en quoi ils veulent des choses différentes de l'administration en place. Parce que s'ils avaient exactement les mêmes opinions que nous, les mêmes orientations, ils seraient demeurés dans notre équipe. Et donc, c'est normal à ce moment-là que si 2 conseillers décident de joindre l'équipe de Denis Coderre, on s'attend à ce qu'ils aient quand même une opinion différente de la nôtre et même des priorités différentes. Et naturellement, ça amène des débats qui sont sains pour la démocratie. Je pense que c'est toujours bien aussi qu'il y ait de l'opposition partout. Alors, moi, je vois que du bien, inévitablement, pour les citoyens, qu'il y ait un bon débat, mais encore faut-il qu'il reste serein, ce débat, et c'est ce que je souhaite qu'il se produise au cours des prochains mois. Il y a eu des épisodes où c'était moins serein? Bien entendu, au départ, quand on est plusieurs années, que certaines personnes, on développe quand même des bons liens, bonne complicité, et parfois, je pense que mutuellement, on peut se sentir un peu trahi, choqué. Et sous le coup de l'émotion, je pense que le premier conseil d'arrondissement était plus difficile. Maintenant, écoutez, je pense que l'important, c'est que le débat soit fait sereinement, qu'il n'y ait pas d'animosité dans les échanges. Tout ça peut se faire dans le respect. Et les opinions divergentes sont les bienvenues. Bien entendu, nous avons la majorité.
On ne donnera pas toujours raison à l'opposition, sinon on sera encore dans le même parti. C'est clair que nous ne partageons pas du tout la vision de la ville de Denis Coderre. Et si nos deux ex-collègues partagent maintenant la vision de Denis Coderre, bien, c'est clair que ça va amener parfois des oppositions. Mais vous êtes quand même capable de vous entendre sur des dossiers qui font l'unanimité. Tout à fait, ça, il y a une collaboration quand même. Mais pour vous donner une idée, lors du dernier conseil d'arrondissement, il y a seulement un vote sur lequel l'opposition a voté contre nous. Et c'est sur ma nomination comme responsable de municipalité Amis des aînés, ce qui était surtout un dossier plus symbolique. C'est un geste plus symbolique et politique. C'est un vote plus politique que d'autres. Exactement, mais sur tous les autres dossiers, ils ont voté favorablement. Les votes ont été unanimes, donc il y a quand même possibilité de travailler de façon adulte, je pourrais dire, et de collaborer et la main tendue, elle est toujours là. Il nous reste à peu près une minute, Monsieur le maire. Je veux vous entendre sur la réforme des arrondissements, du financement des arrondissements qu'on voit depuis déjà près de 2 ans. Il y a des responsabilités qui ont été transférées de l'arrondissement à la Ville-Centre. On a vu certains dossiers, entre autres dans l'arrondissement voisin du vôtre, le plateau Mont-Royal, une chicane sur une largeur de trottoir. Oui. On a vu ça. Est-ce que vous constatez des problèmes des problèmes de logistique ou de coordination entre la Ville-Centre, l'arrondissement, ou vous n'êtes pas d'accord sur les orientations à donner? Il y a plusieurs dossiers qui posent problème, puis d'autres qui vont bien. La question du déneigement, de la collecte des déchets, service de l'eau, ces choses-là, je pense que, d'ailleurs, nous avons voté favorablement à la centralisation de ces dossiers parce qu'il n'y avait pas de problème au point de vue de la coordination des opérations. Là où ça pose problème, principalement, c'est les paramètres de la réforme du financement des arrondissements qui, dans certains cas, ne sont pas conformes à la réalité, ce qui fait qu'on a moins d'argent pour certaines priorités qui ne sont pas les mêmes d'un arrondissement à l'autre. La Chine, ce n'est pas Rosemont-la-Petite-Patrie. On n'a pas les mêmes réalités, donc c'est impossible d'arriver avec des paramètres identiques qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir magiquement donner les budgets équivalent partout. Est-ce qu'il y a des points d'achoppement? Je pense par exemple au stationnement. Est-ce qu'il y a quelques dossiers qui sont peut-être plus difficiles? Le dossier le plus difficile, c'est les travaux que nous devons effectuer sur des rues qui ont été récemment centralisées. Nous devons faire des demandes avec un article 85 voté au conseil d'arrondissement demandant à la Ville de nous donner les pouvoirs d'effectuer les travaux payés par le central sur une rue qui autrefois était locale. On ajoute une couche de structure qui fait qu'on vote au conseil, c'est envoyé au conseil de ville, il y a un comité qui analyse la justification des travaux, qui passe au comité exécutif qui approuve les travaux, qui après ça viennent voter au conseil de ville et qui est retourné à l'arrondissement. Et est-ce que c'est arrivé qu'au-delà de ce long cheminement-là, que ça bloque à quelque part, que la Ville-Centre refuse des demandes? J'ai un dossier qui bloque depuis 1 an déjà, que je ne peux pas construire des saillies de trottoir. Ça fait 1 an que le dossier est bloqué. Je n'ai aucune idée où il est rendu dans les dédales de l'Hôtel de Ville. Mais sinon, en moyenne, les dossiers prennent maintenant 3-4 mois, plus de temps qu'avant dans notre réalisation. Donc, tout est retardé systématiquement avec la couche de structure administrative qu'on est venu ajouter. Ça, on avait avisé qu'il y avait un problème parce que la Ville n'a pas le nombre d'employés suffisant pour répondre aux besoins de travaux des arrondissements. Ils sont obligés de nous renvoyer systématiquement la charge de travail. Donc, il n'y a aucune justification. Dans le fond, on devrait dire, mais pourquoi d'abord centraliser si de toute manière, c'est l'arrondissement qui va finir par faire les travaux? Donnez-nous l'argent. On va faire le travail correctement, on va sauver 3 mois, puis on va offrir de meilleurs services aux citoyens. Donc, il y a des cas où c'est justifié, bénéfique de centraliser. Dans d'autres cas, on le voit, dans le cas de la construction des infrastructures, tout ce que ça fait, c'est ralentir et maintenir des structures dans des conditions absolument inacceptables. Puis finalement, bien, c'est les citoyens qui perdent au bout du compte. En terminant, on est à 1 an et demi, grosso modo, de l'élection. Est-ce que vous avez pris une décision? Est-ce que vous avez l'intention de vous représenter? Moi, j'ai annoncé l'année dernière, lorsque j'ai annoncé que je ne me présentais pas à la course à la chefferie, du même souffle que j'allais me présenter à la mairie de Rosemont-la-Petite-Patrie pour Projet Montréal. Et c'est d'ailleurs ce qui a convaincu notre ancien collègue, M. Gadouri, de se présenter avec Denis Coderre parce qu'il aspirait à être maire de Rosemont-la-Petite-Patrie et donc il souhaite m'affronter en 2017. Donc, on vous retrouvera sur le bulletin de vote pour les citoyens de votre arrondissement en 2017. Certainement. Monsieur le maire, François Croteau de Rosemont-la-Petite-Patrie, merci d'avoir été là. Merci à vous.
L'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie est le troisième arrondissement le plus populeux de la ville de Montréal et abrite plus de 134 000 habitants. Le français demeure la langue la plus utilisée à la maison, même si l'anglais, l'espagnol et l'arabe sont utilisés au quotidien par un grand nombre de personnes. Près des 3/4 des habitants de Rosemont-la-Petite-Patrie sont nés au pays. 22 % de la population est originaire d'un autre pays. Alors, on revient sur le dossier du SRB sur le boulevard P9 avec notre journaliste Isabelle Grignon-Franck. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, on en parlait avec monsieur le maire de Rosemont-Petite-Patrie. Donc, au mois de février dernier, le projet de SRB a officiellement été lancé. Oui, c'est exact. Donc, le 23 février, les élus montréalais ont finalement voté pour l'octroi d'un contrat de 9,1 millions de dollars à la firme ICOM qui va faire les futurs plans et devis pour ce système rapide d'autobus. Donc, voilà. Donc, c'est pas le début de la construction, c'est l'étude préliminaire avant la construction. Exactement. Quel est le service qu'on prévoit offrir dans le cadre de ce SRB? En fait, c'est assez simple. C'est une voie bidirectionnelle qui va être entre la rue Charleroi, donc à Montréal-Nord, et l'avenue Pierre de Coubertin, pardonnez-moi, et ça va être un système d'autobus bidirectionnel qui va couvrir environ 9 km sur l'île de Montréal, et il y a une quinzaine de stations, et 2 km à Laval, avec 2 stations également. Donc, il va y avoir le lien entre la Rive-Nord et l'île de Montréal. Donc voilà, et ça va donc jusqu'à Pierre de Coubertin, vous le mentionniez, métro P9. Oui, exactement. Pourquoi ce projet-là s'est-il concrétisé, particulièrement sur P9? C'est une artère où il y a énormément de circulation. On parle autour de 60 000 automobilistes par jour. Et le projet, de SRB pourrait faire environ 70 000 déplacements, donc venir presque prendre toute la masse d'automobilisme et les rentrer dans le fond, dans les autobus. Et c'est un service qu'il faut le dire, sera là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, ce qui est différent de ce qu'on voit présentement avec les services express sur P9. C'est pas un projet qui est nouveau. Le maire de Rosemont nous le mentionnait tantôt. Qu'est-ce qui explique cette lenteur-là dans la mise en place du SRB? C'est un projet qui se discute depuis environ 13 ans, donc c'est une très bonne nouvelle déjà là que ça a été voté. La lenteur est due à plusieurs facteurs. Donc, premièrement, on a parlé d'électrification. Donc, on pensait au début faire des trolleybus, c'est-à-dire avec des lignes électriques qui vont être sur des poteaux accrochés au niveau, dans le fond, du haut des autobus. Finalement, on a décidé d'abandonner ça parce qu'il y avait une laideur des fils électriques. Ça allait également faire qu'on doive couper des arbres sur le bord du boulevard. Donc, ça, c'est une première raison. Et deuxième raison... Et le maire de Rosemont qui nous a dit tantôt aussi qu'il y a la question des coûts parce que ça coûtait plus cher et le gouvernement du Québec ne voulait pas nécessairement payer pour ça. Donc, il y a eu un problème aussi d'entente entre les divers paliers gouvernementaux, que ce soit la Ville, il y a aussi l'Agence métropolitaine de transport et le gouvernement provincial qui est impliqué dans tout ça. Donc, il y a beaucoup de niveaux de financement qu'il fallait avoir. Et un autre problème qui a été discuté, c'est qu'on voulait faire des autobus électriques à la base. Mais il n'y aurait pas eu assez de temps, donc assez de pauses des autobus pour charger correctement les batteries. Donc ça a été étudié aussi et finalement abandonné. Donc, avec tous ces essais et toutes ces discussions qui ont eu lieu, on croit que le projet pourrait être concrètement réalisé en 2022, donc des travaux qui s'échelonneraient de 2018 à 2022 pour avoir le projet final qui ne serait pas des autobus électriques, mais bien des autobus traditionnels. Et maintenant, la question que tous les contribuables se posent, combien ça va coûter tout ça? Oui, bon, la Ville de Montréal a dit dans son programme triennal d'immobilisation qu'elle prévoyait mettre environ 88 millions de dollars. Coderre a renchéri également en disant que la Ville était prête à mettre jusqu'à 100 millions de dollars pour que le projet se fasse rapidement. Et l'AMT, donc l'Agence métropolitaine de transport, mettra autour de 305 millions de dollars dans le projet. Voilà, c'est pas la première fois qu'on tente d'implanter un service rapide sur P9. Les plus vieux d'entre nous se souviendront qu'il y avait déjà eu un service express sur le boulevard P9 il y a quelques décennies déjà. Oui, exactement. Ce service-là, en fait, était un service qui ne fonctionnait pas très bien. Le sens de la circulation des autobus n'était pas le même sens que le sens de la circulation des voitures, donc ça créait plusieurs problèmes. Et en 2002, le projet a été complètement abandonné parce qu'il y a eu la mort, dans le fond, de 2 piétons à la suite de problèmes, on dit, de gestion de la circulation avec ces lignes d'autobus rapides. Voilà, et c'est un peu, dans le fond, le modèle qu'on a présentement sur le pont Champlain, où il y avait des autobus qui circulaient à contresens. Exactement. Donc voilà, Isabelle, merci d'avoir été là. À la prochaine. Restez avec nous, on se revoit tout de suite après la pause. On parle d'une marche pour la fermeture des différents abattoirs au Québec qui sera organisée à Montréal au mois de juin. Restez avec nous.
Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. En juin prochain, le CARA, ou si vous préférez, le Québec Animal Rights Association, mènera la 3e marche internationale de Montréal pour la fermeture de tous les abattoirs. Alors, pour nous parler de cet événement et de leurs revendications, nous accueillons une des activistes de l'association, Patricia Bittard. Madame Bittard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, comment est née votre organisation, le CARA? CARA existait à l'Université Concordia. C'était déjà un groupe de défense des droits des animaux. Mais à un moment donné, deux personnes l'ont repris. Une des étudiantes de l'université, Marion Achoulias, et comme autre cofondatrice, il y avait Marie-Claude Gagné. D'accord. Et quelle est la mission de votre organisation? C'est prendre la défense des droits des animaux. C'est vraiment faire connaître, on est là pour sensibiliser les gens à la situation des animaux, parce que c'est une situation qui nous est cachée. En quoi elle nous est cachée? Ce qui se passe dans les abattoirs est caché, sauf depuis quelques années, depuis que certains activistes vraiment courageux se rendent dans des abattoirs avec des caméras cachées. Et c'est ce qui a fait en sorte que dans les médias sociaux est rendue connue maintenant la situation dans les abattoirs. Et quels sont ces actes-là ou ces méthodes-là qui sont utilisées dans les abattoirs qui vous poussent à réclamer qu'on ferme tous ces abattoirs? Voilà. Nous, ce qu'on demande, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de sensibiliser les gens. Et un des moyens de le faire, donc, c'est par la marche, mais c'est aussi de dire aux gens, allez sur l'Internet, allez sur la toile, renseignez-vous, regardez les images, les vidéos qui sont vraiment insoutenables. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, mais ce sont des images qui sont très difficiles à regarder. Ce sont des travailleurs qui eux-mêmes, pour beaucoup, souffrent de ce qu'ils sont obligés de faire parce que l'industrie doit avancer rapidement, demande aux travailleurs de fonctionner rapidement parce que c'est une question d'argent. Ce qui fait que les droits des animaux, le bien-être des animaux est souvent mis de côté au détriment donc des animaux, mais au profit de l'argent. Est-ce que, selon vous, il n'y aurait pas des façons d'améliorer les méthodes utilisées dans les abattoirs pour que ce soit plus respectueux des animaux? Ce serait un petit peu pas vraiment connaître la réalité de l'industrie agricole, de l'industrie des abattoirs, que de demander ça parce que pour eux, c'est une question d'argent. Donc, pour apporter ces améliorations que souvent la loi leur demande d'apporter, et encore, c'est une des questions sur lesquelles nous pourrions revenir, la loi n'est pas encore assez forte à cet égard-là. S'ils devaient protéger les animaux puis veiller à leur bien-être, à ce moment-là, ils perdraient de l'argent. Donc, c'est pas dans leur intérêt de le faire et ils ne le font pas. Pourtant, il y a certains abattoirs où, à tout le moins, il y a de la viande qui est commercialisée comme étant de la viande bio, de la viande équitable. Est-ce que ce type de méthode de production-là est plus acceptable à vos yeux? Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités qui sont survenues en Europe, en France, il y a quelques semaines. Non. Un abattoir qui se disait justement bio et qui veillait au bien-être des animaux a été fermé par le gouvernement parce que des caméras cachées, des images captées par caméra cachée ont démontré que ce n'était pas vrai, que ce qui se passait à l'intérieur était exactement la même chose que ce qui se passe dans les autres abattoirs. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup demander à la population que de leur demander du jour au lendemain de devenir végétarien? Voilà. Pardon. Nous, en fait, je peux prendre un détour pour répondre à cette question-là. La manière, on pourrait considérer que la guerre, n'est-ce pas une guerre, c'est un groupe qui déclenche des hostilités à l'égard d'un autre groupe et qui va utiliser tous les moyens en sa possession, dont la violence la plupart du temps, pour arriver à ses fins. Le rapport que nous avons actuellement avec les animaux dits de consommation surtout, c'est ce rapport-là. C'est comme si que les humains avaient déclenché la guerre contre les animaux pour en arriver à leur fin, à leur plaisir en fait, le plaisir gustatif. Alors, mais d'un autre côté, les protéines sont nécessaires dans l'alimentation et on va chercher de ces protéines-là, entre autres dans la viande. Mais elles se trouvent ailleurs dans beaucoup d'autres aliments végétaux, dans beaucoup de végétaux. Je suis moi-même végétalienne depuis 9 ans. J'ai parmi mes amis activistes qui sont végétariens depuis 30 ans, mais qui sont devenus végétaliens il y a quelques années. On se passe facilement de protéines animales et c'est une des choses auxquelles que nous aussi, qu'on voudrait faire découvrir aux gens aussi. C'est aller chercher, découvrir qu'est-ce qui existe
comme protéine qui n'est pas d'origine animale. Il n'y aurait pas un genre de juste milieu qui pourrait exister où, par exemple, on pourrait resserrer les méthodes de production dans les abattoirs pour éviter les souffrances inutiles aux animaux, tout ça, et que ce ne serait pas un compromis acceptable compte tenu que de demander à la population d'abandonner complètement la viande, c'est beaucoup demandé, là. En fait, ce qu'on demande, c'est d'abord, nous, on est activistes pour les droits des animaux, le bien-être animal. On ne descend pas dans la rue pour dire aux gens, devenez végétaliens, devenez vegan, etc. C'est sûr qu'idéalement, c'est ce qu'on espère qui va arriver. Parce que si les gens finissent par découvrir ce qui se passe, à un moment donné, ils vont faire comme moi j'ai fait, comme bien des milliers, des millions de personnes dans le monde l'ont fait. Donc, on ne s'attend pas à ce que les gens arrêtent de manger de la viande demain, ça c'est sûr. Mais on leur demande de s'informer. Et l'être humain en lui-même a quelque chose de bon, dans le fond de lui-même. Et quand il voit qu'il fait souffrir les animaux, la plupart du temps, les gens arrêtent d'en consommer ou en consomment moins pour commencer. Inversement, la fermeture des abattoirs risque de créer une flambée des prix encore plus importante de la viande que ce qu'on vit en ce moment, où c'est que c'est déjà beaucoup plus cher. Est-ce qu'au final, une fermeture d'abattoir comme ça, on ne va pas priver en quelque sorte la population en général du plaisir de manger de la viande qu'on va réserver à une élite qui va être en mesure de se payer à des coûts faramineux de la viande? Vous l'avez bien dit, c'est le plaisir. Quand vous mettez dans la balance notre plaisir à nous gustatif avec la souffrance insoutenable que subissent les animaux que nous mangeons, je pense que quand on est le moindrement soucieux du bien-être des animaux, on va comprendre que ce plaisir gustatif-là, on le retrouve ailleurs. Et demandez à la plupart des végétaliens que, si vous en connaissez, mais moi je peux vous le constater, vous le dire, on peut manger très très bien végétalien. On trouve des milliers de recettes sur la toile. Tous les jours, je me fais une recette végétalienne, chaque fois différente, et je me régale et je ne suis pas la seule. Est-ce que votre organisme a une position semblable par rapport à la chasse, qui est un passe-temps qu'on voit peut-être moins dans la région de Montréal, mais qui est relativement populaire à travers le Québec? Est-ce que vous une position? On a une position à l'égard de tout le bien-être animal. Donc, si vous me parlez de chasse, je peux vous parler de trapage. Donc, on a aussi des actions contre la fourrure. Elle commence à l'automne, elle se termine, la prochaine va avoir lieu après-demain, devant le magasin Labbé. Donc, on a des vigiles silencieuses, on est 30, des fois 40 personnes avec des pancartes. On ne dit pas un mot. Et donc, on fait comprendre aux gens que la fourrure est source de souffrance insoutenable pour les animaux aussi. Donc, c'est une autre de nos actions. On avait aussi eu des actions contre le cirque Shriner, qui venait à Laval, à La Salle, etc. Et parce que les animaux sont vraiment maltraités, ils sont confinés à l'intérieur, ils ne sortent pas pendant des années pour faire rire les gens. Et depuis l'année dernière, le cirque Shriner ne vient plus au Québec. Est-ce que, donc je comprends la position concernant le trapage, est-ce que vous souhaiteriez que la chasse soit interdite? Nous, ce qu'on souhaite, comme je reviens encore là-dessus, c'est qu'on souhaite sensibiliser les gens au bien-être animal et à la souffrance animale. Alors, c'est sûr que la chasse, je crois qu'on s'entend que c'est de la souffrance pour les animaux. Donc, oui, c'est sûr qu'on espère que la chasse soit un jour interdite, mais notre mouvement est un mouvement de sensibilisation. On n'est pas là pour faire la leçon, parce qu'on a tous été carnivore avant, omnivore. On l'a tous été, on sait ce que c'est. Alors, on n'est pas là pour dire ce que tu fais est pas bien, on est là pour sensibiliser, ouvrir l'esprit et le cœur des gens au bien-être animal. Est-ce qu'il y a eu une loi qui a changé le statut de l'animal selon le Code civil au Québec? Bon, ça a été voté il y a quelques mois, qui donne aux animaux un statut hybride entre le bien meuble et l'humain, d'être vivant, doué de sensibilité. Tout à fait. Est-ce que selon vous, c'est un bon pas? C'est un excellent pas, c'est un pas historique pour le Québec. Avec cette loi-là, on peut éventuellement tenter de changer les choses. Alors nous, CARA, on a commencé justement, grâce à cette loi-là, à demander, on a une pétition qui circule et on invite les gens à la signer, une pétition qui circule pour demander l'interdiction de ces courses aux cochons graissés. Ça paraît ridicule de dire ça aujourd'hui, on n'est pas au Moyen-Âge, on est en 2016 et il y a encore ces courses au Québec notamment, de courses aux cochons graissés. Alors nous, ce qu'on demande au ministre, c'est d'utiliser l'article 64 de la nouvelle loi qui lui permet de définir un animal comme étant protégé par la loi, même si les premiers articles ne le reconnaissent pas comme tel. Alors nous,
On prend la question du cochon. En tant qu'animal de consommation, il n'est pas couvert par la loi. Est-ce que cela pourrait s'étendre, selon vous, au rodéo, par exemple, qu'on voit à Saint-Tite durant le festival western, aux compétitions équestres? Pour l'instant, oui, c'est sûr. Comme je vous dis, tout ce qui est source de souffrance pour l'animal, oui, c'est sûr. Ça serait le cas. D'accord. Votre marche sera organisée à quelle date? Alors, c'est le 18 juin cette année. C'est un samedi. Le lieu reste à déterminer. Les personnes qui seraient intéressées à y participer ou à prendre connaissance de ce que nous faisons avec la marche peuvent se rendre sur le site de CARA. Quelle est l'adresse? Alors, en tapant CARA, Québec Animal Rights Association, ou KARA, mais en précisant, parce qu'il y a d'autres CARA sur la toile, ils vont trouver toute l'information. D'accord. Patricia Bittard, vous êtes une des activistes de l'organisation Québec Animal Rights Association. Merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. En 2014, les Canadiens ont mangé 26,5 kilos de bœuf par personne, soit près de 4 kilos de moins qu'en 2005, un recul de 13 %. Au cours de la même période, la consommation par personne pour l'ensemble des principales viandes diminuait de 6 kg, soit 6 %. La consommation totale de viande et de bœuf devrait continuer de diminuer au pays. On s'attend à une baisse de 0,8 % entre 2015 et 2019. Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui occupait le fauteuil de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et ce soir, on vous présente un homme né au Royaume-Uni qui a été soldat durant la lutte de l'armée britannique contre les Métis de Louis Riel et qui, contre toute attente, est devenu maire de Montréal en 1902. Voici le portrait du 26e maire de la ville, James Cochrane. Né en Écosse en 1862, James Cochrane a immigré en Amérique alors qu'il était très jeune. Il fit ses études à la British Canadian School, puis au Collegiate College de Montréal. Il débute sa vie professionnelle comme télégraphiste pour la Montreal Telegraph Company. Rapidement, il gravit les échelons. Par la suite, il s'impliqua dans la construction de chemins de fer et de lignes télégraphiques dans l'ouest du pays, comme l'Intercolonial Railway. En 1885, lors de la rébellion du Nord-Ouest menée par Louis Riel, Cochrane fait partie de la milice envoyée dans l'ouest pour combattre les troupes Métis, Cris et Assiniboine. À son retour à Montréal, il devient entrepreneur et fonde la Cicely Asphalt Pavins, puis la La Prairie Press Brick, deux compagnies spécialisées dans le domaine de la construction. Par la suite, il occupa plusieurs postes de directeur pour différentes organisations. Il fut directeur de l'Hôpital Royal Victoria, de l'ancien Western General Hospital et du protestant Insane Asylum, devenu depuis l'Institut Douglas de l'arrondissement Verdun. Après avoir tenté de se faire élire député lors de l'élection fédérale de 1891, Cochrane devient député libéral de la 4e circonscription de Montréal à l'Assemblée législative lors de l'élection de 1900. Il conservera son poste lors du scrutin de 1904. En 1902, il se présente comme candidat à la mairie de Montréal. Il affronte Richard Wilson Smith, qui fut maire de 1896 à 1898 et qui est le candidat de la bourgeoisie anglophone. Rien ne laisse croire que James Cochrane pourrait être élu. Contre toute attente, il accède au poste de maire en défaisant Wilson Smith par un peu moins de 1000 voix. Sa victoire étant due à l'appui important des francophones et du milieu ouvrier, il prononce un discours de victoire en français, où il s'engage à améliorer la position des ouvriers et des plus pauvres de la société. Cela en fera le premier maire de la métropole lié au mouvement ouvrier. Après une première année de mandat peu agitée, la première grève des services publics de Montréal est déclenchée en février 1903 par les 1500 employés des tramways de Montréal. Les grévistes défileront en masse sur les rues Saint-Laurent et Sainte-Catherine pour demander une amélioration de leurs conditions de travail et la reconnaissance de leurs syndicats. Pendant que les caléchiers font des affaires d'or, l'exploitant du service de tramway, la Montreal Street Railway, qui est une entreprise privée, cède après 2 jours de grève et accorde une augmentation salariale de 10 %. Bien qu'elle se soit engagée à reconnaître l'Union des employés de tramway, elle a renoncé à cette promesse qui entraînera un autre conflit 3 mois plus tard. James Cochrane ne se représentera pas à l'élection municipale de 1904. Il décéda l'année suivante à l'âge de 52 ans. Il fut inhumé dans le cimetière de l'église presbytérienne St. Andrews. La Ville de Montréal se souvient du 26e maire de Montréal par une petite rue, la place Cochrane, nommée en son honneur en 1922 dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, en bordure de l'actuelle autoroute des Caries.
Officiellement, le printemps est arrivé, alors pour bien profiter de la belle saison, nous recevons Annick Laporte pour sa chronique Applications mobiles. Bonjour Annick. Bonjour. Alors, vous nous parlez de deux applications bien utiles pour la saison estivale. La première, celle du populaire service de vélo partage Bixi. Exactement. Donc, le service de la Ville de Montréal. C'est une application qui nous sert principalement à visualiser les vélos et les points d'ancrage qui sont disponibles pour nous aider en fait à mieux planifier nos déplacements pour éviter peut-être qu'on marche ou qu'on roule un petit peu pour rien pour pas qu'on arrive avec qu'il n'y ait plus de vélo ou qu'il n'y ait pas de stationnement disponible lorsqu'on veut déposer celui qu'on a loué. D'accord. Est-ce que l'application est gratuite? Elle est gratuite. D'accord. Et à quoi ressemble son interface? Une interface très épurée. On peut choisir le mode carte ou le mode liste. Il y a des fonctionnalités comme un mode favori pour répertorier nos stations préférées si on veut consulter que ces stations-là. Il y a aussi un chronomètre pour minuter nos déplacements et des propositions en fait, de pistes cyclables à emprunter là, pour effectuer nos trajets. Donc, il est possible, si on, par exemple, on a une station près du travail, près du bureau, près des amis, on les rentre dans nos favoris. Ça nous permet de savoir plus facilement qu'en naviguant avec la carte s'il y a des ancrages ou des vélos disponibles. Tout à fait. Ah, ben c'est bien. La saison va débuter très, très bientôt, donc dans quelques jours, le 15 avril. Il y a différents abonnements qui sont disponibles. Exactement. On peut prendre un abonnement pour 1 an au coût de 87 $ ou encore de demi-saison pour 55 $, 30 jours pour 30 $, 3 jours pour 14 $, une journée ou 24 heures pour 5 $ et l'aller simple à 2,95 $. Ah, OK. Un tarif qui n'existait pas il y a quelques années, le tarif d'aller simple. Il fallait absolument prendre un tarif pour 24 heures. Il y a aussi différents rabais qui sont offerts avec des partenaires pour faire que notre Bixi nous coûte moins cher, notre abonnement, ou qu'on profite de rabais avec notre passe Bixi, de rabais chez des partenaires. Oui. On peut avoir des rabais, par exemple, avec Accès Montréal, la STM, Communauto ou Vélo Québec. Il y a aussi pour les entreprises des tarifs de groupe qui sont disponibles. Donc, si on veut avoir plus de détails concernant cela, il y a tout ça sur le site web dont l'adresse apparaît présentement à l'écran. Donc voilà, et il faut noter qu'il y aura une mise à jour de l'application au début de la saison, donc aux alentours du 15 avril. Oui, très chouette. On va pouvoir créer son propre profil, avoir l'historique de nos déplacements, des statistiques concernant ceux-ci. Et aussi, Bixi a annoncé qu'il allait offrir un service de valet pour les grands événements à Montréal. C'est pas précisé encore lesquels, mais on peut deviner là, que ça va être relié beaucoup au quartier des spectacles, donc les festivals de jazz, les francopholies, Juste pour rire, etc. Ah, donc c'est une belle amélioration à un service très populaire. Il y a une autre application dont vous voulez nous parler aujourd'hui qui s'appelle Sport Match. Oui, c'est une application pour trouver un partenaire avec qui effectuer une activité sportive, donc d'où le nom qui s'appelle Sport Match ou Sport Match. Oui. Donc, pour l'instant, c'est limité à Montréal et seulement pour le tennis. Okay. Mais les développeurs m'ont informé qu'ils allaient bientôt offrir d'autres sports et aussi offrir le service dans d'autres villes que Montréal. Est-ce que c'est disponible à la fois sur plateforme iOS et sur Android? Oui, sur les deux. Ah, OK, c'est bien ça. Et comment fonctionne cette application? Bien, c'est assez simple. Il suffit de se connecter avec Facebook. Ensuite, on identifie notre niveau. Donc, par exemple, pour le tennis, on peut dire débutant, intermédiaire ou avancé, mais aussi passer d'un calibre 1 à 7. Et après ça, bien, on sélectionne le lieu où on aimerait jouer. Ah, d'accord. Et il y a donc possibilité ensuite de ça de rencontrer des gens qui vont devenir des partenaires. On peut aussi magasiner en quelque sorte son partenaire. Oui, c'est un peu ça. On peut voir les gens qui cherchent déjà quelqu'un, donc qui ont déjà planifié des rendez-vous pour des matchs. Si jamais ça ne concorde pas avec nos propres disponibilités, mais nous, on peut créer aussi des nouvelles propositions là, pour que d'autres gens se joignent à nous. Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, ce n'est que le tennis, mais éventuellement, on pourrait imaginer, je pense au badminton, à la limite à la pétanque, très populaire. Pourquoi pas? Très populaire, entre autres, sur le plateau Mont-Royal. Vous avez noté, par contre, quelques petits bémols pour cette application-là. Oui. Mais là, c'est une version bêta qui est en ce moment, donc j'espère que ça va changer, mais pour l'instant, c'est seulement en anglais. Ah, OK. Puis aussi, on doit sélectionner manuellement le lieu qui nous intéresse. C'est pas géolocalisé par rapport à où on se trouve quand on fait nos recherches. Donc ça pourrait être intéressant à améliorer. Bien, ce sont deux belles applications mobiles là, qu'on pourra utiliser cet été. Annick Laporte, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et passez un bel été. Pareillement, merci.
Pour nous joindre, écrivez-nous par courriel à l'adresse suivante, lebulletin@tcftv.ca. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.tcftv.ca. C'est maintenant l'heure de notre dernier conseil citoyen de la saison et on regarde tout ça avec notre chroniqueuse Laurence Chiasson. Bonjour Laurence. Ça va? Oui, ça va bien. Vous nous parlez aujourd'hui de la Marche Monde organisée par Oxfam Québec. Qu'est-ce que c'est? Exactement. La Marche Monde, c'est un super bel événement. Donc, c'est une marche qui est organisée dans les rues de Montréal par l'organisme Oxfam Québec. En fait, le Oxfam Québec veut militer pour un monde plus juste et sans pauvreté. Et cette marche-là arrive à chaque année. C'est la 46e cette année, d'ailleurs. Ça fait quand même 46 ans. 46 ans quand même, c'est bien établi. Dans le fond, c'est des jeunes engagés qui participent à ça, qui font le trajet pour faire de la sensibilisation. Puis, on met vraiment l'accent sur les jeunes parce qu'ils représentent quand même 50% de la planète et on trouve qu'ils sont pas assez impliqués dans les décisions. Donc, ce que Oxfam dit, c'est que les jeunes incarnent le changement puis ils font partie de la solution. Alors, cette marche-là, c'est pour les jeunes, pour démontrer un soutien. Donc, et c'est important de préciser que c'est pas une manifestation. Non. C'est pas non plus une levée de fonds que la marche en tant que telle. C'est un rassemblement? C'est très festif. La marche, c'est comme une grande fête, en fait. Ce que c'est, là, ça vient clôturer toutes les activités que des jeunes ont fait au courant de l'année. Donc, il y a une préparation à la Marche Monde, des ateliers. Les jeunes font aussi des levées de fonds pour une cause. Donc, cette année, la cause, c'est pour avoir un accès à l'eau au Burkina Faso. Donc, construire des puits, j'imagine? Oui, exactement. Mais en fait, c'est ça, on a quelques statistiques. Le projet avait déjà commencé. Et puis, c'est cette cause-là, ce projet-là qu'on a décidé d'appuyer cette année. Depuis que ça a commencé, il y a 100 000 personnes qui ont accès à l'eau maintenant au Burkina Faso. Il y a 15 puits qui ont été construits et des latrines publiques, donc des toilettes pour éviter la propagation de maladies et tout ça. Donc, les jeunes qui participent à la marche ont fait, dans les mois qui ont précédé, des levées de fonds et ils viennent un peu clôturer ou célébrer leurs activités de l'année dans le cadre de la marche. Exactement. En fait, c'est ça. C'est sur place, donc il y a toujours un porte-parole. L'année passée, c'était Corias qui est venu faire un spectacle. Rappeur bien connu. Oui. Bien connu, puis bien engagé aussi. Donc, ça commence au parc Émilie-Gamelin, gros rassemblement, comme on dit. Là, c'est la fête, c'est le lancement. On commence, c'est un 5 km de marche. Et tout au long de la marche, là, il y a des gens costumés, il y a des défis, il y a de la musique. C'est vraiment, c'est super bien animé. Et comme vous disiez, c'est pas une manifestation. C'est vraiment comme une fête mobile, si on veut. Donc, un grand rassemblement festif. Oui. Ce sont des jeunes de quel âge qui participent à cette marche-là? Il y a beaucoup de jeunes au secondaire. On encourage aussi peut-être les jeunes du primaire. Des fois, on fait quelques activités dans les écoles. C'est majoritairement... Les plus vieux, j'imagine, parce que marcher 6 km, 5 oui. km, c'est quand même quelque chose. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ça, les jeunes plus secondaire, cégep, université. Il y a aussi des adultes qui décident de s'impliquer. Il y a beaucoup de bénévoles. Justement, on peut s'impliquer avec la Marche Monde. Oui, alors comment fait-on si on veut s'impliquer? Et voilà, en fait, comment on fait pour s'impliquer? Le site Internet est super bien arrangé là, pour qu'on puisse aller voir comment s'impliquer. Il faut savoir qu'on peut s'impliquer de 3 bonnes façons, en fait. Donc, on peut être un animateur. Les animateurs, ça, c'est si vous êtes à l'aise, si vous êtes créatif, vous pouvez vous impliquer, aller sur le site, dire « je veux m'impliquer ». Bénévole. Et puis, vous pouvez vous déguiser, encourager les gens. Vous pouvez être sur la logistique aussi, donc que les rues, comment ça va fonctionner, faire un peu la circulation. Puis, il y a la sécurité en partenariat avec le SPVM. On cherche encore 500 bénévoles. On a besoin de monde. Oui, on a besoin de monde pour... une grosse organisation. Oui. Puis, c'est ça, il y a beaucoup de marcheurs. Donc, il n'est pas trop tard pour s'impliquer. C'est ça qui est important. Puis, si jamais vous n'avez pas tellement envie de vous impliquer, en tant que, par exemple, sécurité ou quoi que ce soit, vous pouvez aller voir le trajet. Et si vous habitez sur le trajet à Montréal, encouragez les marcheurs quand ils passent. L'année passée, il y avait plein de gens avec des pancartes. Vous déguisez, justement, décorer un peu le balcon. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles. Oui. Quelle est l'adresse du site Internet? Le site Internet, c'est le oxfam.qc.ca/marche-monde. D'accord. Et quelle est la date de la marche? C'est le 6 mai prochain. Donc, ce sera le vendredi 6 mai. Est-ce qu'il y a un thème cette année? Oui. Pour la marche? Quel Exactement. est le thème? Chaque année, il y a donc un thème, une cause. Cette année, c'est « À égalité ».
Il y a une pétition qui circule. En fait, c'est pour envoyer aux dirigeants pour que tout le monde ait des impôts de façon juste et que tout le monde soit égal, donc réduire les inégalités. Il y a 62 personnes qui détiennent autant que la moitié de la planète en termes de possession et richesse. L'année passée, c'était 85 personnes, donc on voit que le chiffre baisse, mais on continue à se battre pour que les richesses soient réparties. Et cette année, donc, c'est notre thème. D'accord. Laurence Chiasson, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. On se revoit, nous, tout de suite après la pause avec notre coup de chapeau de la semaine. De retour au bulletin, on vous présente en terminant notre coup de chapeau de la semaine. C'est une entrevue qu'on a réalisée avec une jeune femme fort inspirante qui réalise son rêve de travailler dans le domaine des communications et ce, malgré son handicap. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec elle il y a quelques semaines. Active dans le milieu culturel et journalistique depuis bientôt 10 ans, notre invitée anime à Canal M, qui est l'ancienne radio de la Magnétothèque, l'émission Ça vaut le détour, une émission diffusée 3 fois par semaine. Et nous sommes très heureux de lui décerner notre coup de chapeau de la semaine, Maxime Despomerleau. Madame Pomerleau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce que c'est que cette émission-là, Ça vaut le détour? Ça vaut le détour, c'est une des émissions phares de Canal M, qui, comme vous l'avez dit, est la radio de Vues et Voix, anciennement connue sous le nom de la Magnétothèque. Ça fait 30 ans que la radio existe et c'est l'une des émissions qui se concentre beaucoup sur les questions du handicap, toujours en essayant d'aborder l'angle d'inclusion sociale, les enjeux liés à l'accessibilité, beaucoup l'accessibilité universelle, on en parle de plus en plus ces jours-ci, et aussi de souligner les initiatives qui permettent une meilleure inclusion des personnes handicapées. C'est l'opportunité pour le milieu associatif aussi de faire connaître les différents organismes et les services. C'est ce qui regroupe pas mal l'objectif de l'émission. Donc, vous recevez des invités sur le plateau. Est-ce que vous avez des chroniqueurs? Oui, on a des chroniqueurs, justement, qui proviennent du milieu associatif, donc différents organismes. Ça va dans tous les horizons. Ça va autant les organismes en emploi pour les personnes handicapées, la Fondation des Petits Trésors, donc qui est plus pour les enfants. C'est vraiment très, très varié. Ils reviennent mensuellement nous présenter leur propre sujet de chronique. Et sinon, les autres invités qu'on a, c'est vraiment selon qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. En ce moment, il y a beaucoup de sujets sur les services santé, les services sociaux, des coupures, l'austérité. C'est souvent quelque chose qui revient, donc on va chercher des invités en fonction de ces sujets-là. Donc, une façon de voir l'actualité par le prisme de gens qui offrent des services ou qui sont des personnes à mobilité réduite. Tout à fait, dans différentes situations de handicap. Ou dans des différentes situations de handicap. Vous êtes donc à Canal M depuis 2015. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler là? J'avais déjà travaillé là en 2013. J'avais été co-animatrice d'une émission qui s'appelait Accès libre. Et on m'a rappelé en 2015 pour faire une émission, un magazine de société qui s'appelait Point commun. Et finalement, on m'a gardée. Je pense qu'on a aimé mon travail. Et c'est, faut le dire aussi, Canal M a vraiment sa spécificité de s'adresser aussi aux personnes malvoyantes, entre autres. Donc, ça vaut le détour, couvre beaucoup un large spectre de handicap, mais les autres émissions travaillent sur l'aspect de la santé avec C'est bon pour la santé, animé par Marianne Paquette. Il y a aussi Clotilde Sey avec Les Voix de service qui fait une revue de presse le matin, vraiment pour toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de lire. Donc, c'est là-dedans que je viens m'insérer finalement. J'ai amené un peu ma couleur puis ma personnalité pour animer des choses qui sont plus en lien avec l'actualité. Vous avez étudié à l'UQAM en animation et recherche culturelle. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine-là?
Oh mon Dieu, ben c'est le parcours de la vie, je pense. Moi, je sortais d'arts et lettres en cinéma et communication, en théâtre et animation recherche culturelle. C'est un bac généraliste qui permettait de vraiment toucher à beaucoup de choses, communication, mais aussi la sociologie, aussi aller chercher tout ce qui était justement questions sociales liées aux groupes marginalisés beaucoup et l'aspect culturel qui est très, très, très important pour moi. Donc, vous avez... Est-ce que c'était prédestiné pour vous que de travailler dans le domaine des médias? Vous vouliez travailler dans ce domaine-là? Oui. Je ne sais pas si c'était prédestiné, mais ça a toujours été dans mes intérêts. Okay. J'ai toujours beaucoup aimé ça, particulièrement la radio. J'en ai fait pendant mes années à l'UQAM, à la radio à Choc et à CISM aussi, à l'Université de Montréal. Donc, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé ce médium-là. D'accord. Vous vous déplacez, en fauteuil roulant. Est-ce que ça a été plus difficile pour vous que de compléter vos études, que ce soit au cégep, à l'université, ou même plutôt par la difficulté qu'il peut y avoir à se déplacer en fauteuil roulant? Non, pour moi, ça a été facile, en fait. J'ai eu aussi un parcours régulier et enrichi. Donc, il n'y a jamais eu de problème au niveau de la mobilité. Je sais que ça peut être un obstacle pour plusieurs personnes, mais ça n'a pas été mon cas. La conciliation santé-études et même santé-travail, dans mon cas, elle se fait très, très bien. Donc, il n'y a pas eu de difficulté de ce côté-là. Par contre, l'accessibilité universelle, vous en parliez tantôt, je ne crois pas qu'on est prêt d'y arriver. En tout cas, je ne crois pas que tout est accessible ou facilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Votre point de vue sur le sujet? Mon Dieu, combien on a de temps? Mais il nous reste 4 minutes. C'est ça. Il y en a beaucoup à dire. Moi, je viens du Saguenay. Ça fait 10 ans que je suis à Montréal. Et c'est sûr que j'ai vu quand même les choses évoluer depuis que je suis arrivée. Mais pour moi, la question de la mobilité et de l'accessibilité, c'est vraiment beaucoup les transports. C'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. Je trouve que maintenant, on définit la participation sociale des gens se fait beaucoup selon leur mobilité, comment ils peuvent se rendre du point A au point B, comment ils peuvent sortir de chez eux, participer à la vie citoyenne. Et la question du transport est vraiment fondamentale. Je trouve on traîne la patte à Montréal. Pour avoir voyagé ailleurs, j'ai vu des meilleurs exemples. Il y a d'autres grandes villes au Canada qui font beaucoup mieux. Je pense qu'on aurait à vraiment prendre exemple ailleurs. Par contre, je trouve que c'est intéressant on s'y intéresse de plus en plus, on en parle de plus en plus dans les médias, et ça ne provient pas seulement non plus des personnes en situation de handicap ou du milieu associatif. Il y a des parents qui se mobilisent. Parce que l'accessibilité universelle, oui, c'est pour inclure les personnes en situation de handicap, mais c'est pour tout le monde. On parle de vieillissement de population, on parle de familles aussi avec des enfants avec des poussettes. Des poussettes, voilà, ça a toujours été ça a toujours été présent. Donc, c'est de travailler en amont pour inclure toutes les personnes qui ont des besoins particuliers et qui, au final, ce sont des besoins assez de base. C'est des choses qui permettraient d'aider, en quelque sorte, les personnes à mobilité réduite dans leur vie de tous les jours. Et d'ailleurs, vous avez un alter ego qui vient en aide aux personnes handicapées. Batwheel. Oui. Qui est-elle, Batwheel? Batwheel, c'est la super-héroïne de Centre-Sud. Donc, la super-héroïne du quartier Centre-Sud où sont situés nos studios, oui? Oui, Batwheel, c'est mon alter ego. C'est une super-héroïne en fauteuil roulant qui sauve les personnes handicapées. Parce que les personnes handicapées ont souvent des besoins qui ne sont pas répondus par le système en place. Il manque de ressources. Et donc, vont choisir de faire appel à Batwheel, mais finalement, ce qu'on peut se rendre compte quand on suit un peu Batwheel, c'est qu'elle aussi est aux prises avec les mêmes problèmes. Donc, elle peut pas sauver vraiment les gens tout de suite. Elle a besoin du transport adapté pour aller sauver quelqu'un, ou finalement, si une personne aveugle a besoin d'elle et reste dans un 2e étage, Batwheel ne peut pas avoir accès au 2e étage. Donc, c'est un court-métrage que j'ai fait, qui a sorti en 2013 et que j'ai fait avec Jessie Poulain, que j'avais rencontré au cégep en cinéma. Et
ça nous permet d'aborder ces enjeux-là avec un angle humoristique. C'est très inspiré des super-héros de Batman, évidemment, ouais. et les super-héros qu'on voit à la bande dessinée. Donc, ça nous permet de faire une petite critique sociale, de taper un peu sur les doigts, mais de manière humoristique. Ça fait 3 ans que ce court-métrage-là a été tourné. Est-ce que vous avez vu une évolution positive? De la situation? Oui. Non, mais je pense qu'il s'insère dans un discours. Je pense qu'il peut contribuer à changer la perception des gens sur les personnes handicapées, entre autres parce que c'est pas une image misérabiliste, comme on a malheureusement on tend à voir dans les médias. Donc là, de mettre une position de force, d'empowerment, de leadership dans un petit personnage qui va rester pris dans la neige quand même pour aller sauver quelqu'un, ça change beaucoup la perception. Par contre, sur le terrain, dans la vraie vie, si vous me permettez l'expression, est-ce que vous avez vu une évolution positive au courant des 3 dernières années de l'accessibilité universelle, que ce soit justement les trottoirs plus larges dont on a déjà parlé, le déneigement qui est plus adéquat. Est-ce que vous avez vu une évolution dans le quartier Centre-Sud dans lequel vous habitez? Dans le quartier, oui. Il y a quand même certains arrangements, ne serait-ce que des nouveaux commerces qui ouvrent et qui sont accessibles. Ça, c'est déjà une sensibilisation qui a fait ses preuves, qui a fait son chemin. Le fait que les gens soient attentifs dans le quartier aussi, il y a beaucoup de personnes âgées, il y a des jeunes familles de plus en plus qui viennent s'installer. Le fait qu'on fasse attention à rendre aussi accessibles les services, c'est quelque chose qu'on remarque. Par contre, c'est quelque chose qui est du un par un, c'est de l'individuel. C'est les gens qui prennent ces initiatives-là. Et je pense qu'on a besoin d'aller plus loin et d'exiger des choses qui vont provenir du municipal. Une politique qui viendrait, qui serait votée par le conseil municipal. Oui, exactement. Je pense que c'est ce qui manque un peu pour entériner les bonnes initiatives des gens. Donc voilà, ce sont des dossiers, des enjeux que vous allez suivre à l'antenne de Canal M à l'émission Ça vaut le détour, donc du lundi au mercredi à midi. Pour nos téléspectateurs qui ne savent pas comment capter Canal M, comment on fait pour écouter les émissions? Canal M, c'est sur le web, donc c'est vraiment la radio de vuesetvoix.com et on peut aller chercher l'onglet Canal M et c'est aussi sur la télé numérique. Donc, dépendamment de notre câblo-distributeur, et c'est gratuit. Tout le monde y a accès partout au Canada. Donc, à la fois sur le web et à la fois sur la télévision, on peut nous attraper comme ça. Alors, Maxime Despomerleau, merci d'avoir été là et félicitations pour ce que vous faites et on vous décerne notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin. Jason Paré et Simon Mainville-Lépine à la recherche, Marie-France Perron au maquillage, Guillaume G. Pilote aux caméras, Laërcio Bastos à la réalisation. Au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans ces jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.